Bon les amis, content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, Nicolas Cheproum, ou dans l'appel du large en format audio. Je vous le rappelle, comme d'habitude, il y a toujours un format audio, un format vidéo. Si vous préférez voir mon invité du jour, parce qu'aujourd'hui on est sur un format discussion, plutôt interview-discussion, avec Flavie Prévost que je vais vous présenter, vous pouvez basculer sur le format donc vidéo sur YouTube. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Comme je viens de le dire, on se retrouve avec Flavie Prévost, qui est solopreneuse, qui vit à Nantes. Donc là, on est en ce moment en train d'enregistrer à Nantes, qui fait aussi un peu de surf, qui est maman de 2 enfants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu es solopreneuse depuis combien de temps à peu près? Ben, on va dire 5 ans, mais j'étais encore un peu salariée au début. Allez, à temps plein que ça, on va dire 3 ans. Ok, donc tu sais quoi, je vais te laisser te présenter, Mm. parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Bah, écoute, trop contente de passer sur ta chaîne. Moi, je suis Flavie, j'ai créé Le Board. C'est le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France. Premier podcast audio. Et j'ai aussi lancé ma chaîne YouTube l'année dernière avec ma nouvelle émission Solo Nation, qui est un talk show entre solopreneurs. Et du coup, si vous êtes salarié, vous savez pas ce que c'est solopreneur, c'est juste la meilleure façon d'entreprendre aujourd'hui, on va pas se mentir, hein. Pas besoin de lancer une start-up, de se faire chier à lever des fonds, de recruter des gens, de lever des fonds, ouais, d'avoir des associés et tout. Au début, moi, j'étais partie comme ça. C'était l'époque de la Startup Nation. Il y a 5 ans, j'étais dirigeante en grand groupe, donc j'étais directrice commerciale France. Et je voulais réussir ma vie, donc je voulais être entrepreneur et je voulais lancer ma start-up. Je suis allée dans un incubateur de start-up et en fait, en chemin, j'ai découvert le freelancing. Je me suis dit, mais attends, c'est bien plus stylé comme vie. Je peux être bien payée, avoir du temps. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Je me voyais pas en fait refaire des journées de port comme je faisais avant, des déplacements partout en Europe et tout. Donc j'ai choisi cette voie. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très content qu'on puisse discuter, parce que j'ai pas mal de profils autour de moi en freelance, en entrepreneur et tout. Et moi, je trouve ça intéressant, en fait, de discuter avec des personnes qui ont des enfants, qui ont une vie de famille. Parce que moi, je reçois pas mal de personnes parfois qui postulent pour entrer dans Shape Room. Et souvent, quand c'est des pères de famille ou des mères de famille, parfois, il y a quand même ce blocage, en fait, ce blocage un peu psychologique. Mais tu vas nous dire, toi, comment t'as fait, comment t'as dealé avec ça. Donc, c'est pour ça que on est en train de discuter tous les deux. Et je trouve il y a plein de choses intéressantes à en tirer. Avant ça, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est solopreneur. Ouais, alors ouais, c'est vrai que j'ai fait la pub pour le truc et tout, Ouais, mais ouais, c'est quoi concrètement la différence en entre... gros, Ouais. tu lances ton business tout seul, mais Ouais. tu vas pas te contenter de juste vendre tes journées en freelance. Ça, c'est la version 1, on va dire. J'ai rien contre ça, mais tu vas être vite bloqué si tu fais ça à 100 000, 150 000 euros par an. Solopreneur, c'est vraiment chercher la scalabilité, mais tout seul. Donc, créer un produit, créer un programme. Et souvent, ça va être du business en ligne, parce que quand tu es tout seul, c'est quand même beaucoup plus simple d'exploser grâce à Internet. Et donc voilà, il y a plusieurs façons de chercher cet effet de levier. Créer un podcast comme tu le fais avec Shape Room, créer un programme en ligne. Voilà, moi, c'est la voie que j'ai choisie. Et en fait, c'est trop cool parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut trouver ses clients facilement. On peut créer un programme qui nous permet de faire plein de ventes. Et donc, on peut avoir des très bons revenus sans forcément bosser non plus comme une mule. Tu vois, c'est plus l'entrepreneuriat sacrificiel. Et voilà pour la petite histoire. Donc, moi, j'ai fait 320 000 euros de chiffre d'affaires toute seule l'année dernière. Donc, c'est Ouais. plutôt... je peux faire plus encore, mais je trouve ça plutôt cool et je bosse pas non plus 100% solo. Je bosse avec des freelances de temps en temps pour m'aider sur des trucs, mais j'ai pas, tu vois, d'employés qui dépendraient de moi, que je devrais manager toutes les semaines parce que quitter le salariat pour quitter son manager pour ensuite devenir entrepreneur et manager des gens, bah, c'est la même merde en fait. T'es emprisonné des deux côtés. Enfin, d'un côté, t'es le manager, c'est peut-être mieux, mais en fait, t'as quand même ces entretiens de performance qui reviennent, ces réunions. Et moi, Hmm. j'en avais un petit peu marre de ça, quoi. Ok, ok. Donc si je résume, freelance, tu vends ton temps contre de Mm. l'argent, en quelque sorte. Mm. Solopreneur, c'est un peu du coup le step où tu vas créer ton produit, tu peux créer ton média que tu peux aussi monétiser, Oui. une communauté ou des choses comme ça. C'est ce que j'ai appris dans ton bootcamp. On va en reparler d'ailleurs. Et le troisième, c'est plus entrepreneur, où là pour le coup tu crées une entreprise, tu as des employés, etc. C'est ça? Entrepreneur, voilà, c'est qu'après tu te fais remplacer, quoi, Ok, complètement. ouais. Alors que là, solopreneur, c'est un peu, tu restes quand même dans le business parce que tu aimes bien aussi le business que tu t'es créé. Les Américains disent aussi lifestyle business, je pense que ça va te parler. C'est un business qui respecte ta vie et qui s'intègre bien dans ta vie. Et tu vois, moi, j'aime bien ce que je fais. Créer des podcasts, pour moi, c'est une passion. Donc, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, j'ai pas envie de me faire remplacer non plus. Parce que sinon, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. Donc, tu vois, il y a ce petit côté artisan qui est agréable aussi dans le solopreneur. Moi, je me demandais quelque chose et je pense que il y a pas mal de personnes curieuses aussi qui peuvent se poser la question de à quoi ressemblent tes journées ou tes semaines de solopreneuse. Ça ressemble à quoi? Du coup, bah, j'allais dire, moi, je suis pas à l'autre bout du monde comme toi. Ouais. C'est un peu moins fancy, mais non, c'est pas mal en vrai.
Franchement, moi, j'ai une vie que je trouve de rêve, en fait, mais à mon petit niveau. Déjà, moi, je suis partie de Paris à Nantes, ce que je n'aurais pas pu faire en étant salariée, parce que j'étais cadre, dirigeante, machin, j'étais obligée d'être toujours en comité de direction, en voyage et tout. Donc, le fait de pouvoir bouger dans une ville trop cool comme Nantes, proche de la mer et tout, où je suis beaucoup plus détente, ça me coûte moins cher qu'à Paris, ça m'a été rendu possible par le freelancing et le soloprenariat. Du coup, ma vie, c'est genre, je dépose les enfants le matin à l'école. Après, je vais au sport tous les jours. Truc Ah, toujours. que je ne pouvais pas faire dans ma vie d'avant. Non, voilà, tous les jours. Après, je bosse un travail profond de à peu près 10h30 à midi et demi. Ensuite, je fais une pause déj, parce que je suis en bonne française que je suis, voilà. Pause Netflix, ou alors je vais au resto avec, comme on allait ce midi, des potes freelance à Nantes. L'après-midi, j'ai souvent des calls. Donc, je vais faire le coaching de mes élèves, je vais enregistrer des épisodes de podcast et je m'arrête de travailler maximum à 18h, soit pour aller chercher les enfants, soit parce qu'ils arrivent. Donc, de toute façon, après, moi, je bosse de chez moi, c'est plus possible de travailler avec les enfants quand ils sont là de 18h à 21h. Et après 21h, je suis, après le fameux tunnel avec les enfants, je suis à nouveau libre. Généralement, je chill, mais ça peut m'arriver aussi, tu vois, un soir ou deux dans la semaine de me remettre à bosser. Parce que du coup, cette vie, elle est beaucoup plus. Je trouve que ça m'arrive, tu sais, d'aller faire les courses en semaine le matin à 10h ou Hmm. d'aller voir un pote ou d'aller au ciné aussi. Quand tu es Hmm. freelance ou indépendant, tu as plus ce côté, je suis obligée de travailler de 9h à 18h et après, voilà. Donc moi, mes deux vies se mélangent beaucoup plus qu'avant, en fait. Hmm. J'ai du loisir et du travail un peu tous les jours. Et finalement, je fais presque un peu la semaine de 6 jours. Je travaille aussi un tout petit peu le week-end pour faire un truc sympa, ma newsletter ou quoi. Ok. Mais je bourre moins à craquer mes journées. Ah, d'accord. Là où moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, Hmm. je suis plutôt à, entre guillemets, bourrer mes journées, même si je trouve que c'est ok. Et je fais du 4 ou 5 jours max de travail. Moi, c'est Ok. plutôt du 4. Ouais. Donc, on a deux styles différents. Ouais, ouais. Marrant. Et donc, l'objet de notre discussion, pour que vous puissiez comprendre aussi, c'est que, donc là, on fait un point un peu sur ta situation actuelle, mais l'idée, c'est de comprendre comment et qu'est-ce qui a fait que t'es passé de salarié à freelance, puis solopreneur en tant que maman en plus. Enfin, tu vas Mm. nous raconter tout ça parce que t'étais manageuse, tu gérais des équipes, enfin bref, tu avais un poste assez intéressant avec des responsabilités. Mais avant ça, j'aimerais que tu puisses me dire en fait quelle est pour toi la plus grosse différence parce que tu disais aujourd'hui j'ai ma vie de rêve. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour toi, c'est une vie de rêve comparée à ta vie quand tu étais salarié? Ma vie de rêve numéro un, c'est que je suis propriétaire de mon temps. C'est-à-dire qu'en gros, il y a personne qui me dit quoi faire, quand faire et tout. À part l'école. Je suis obligée, quoi. Mais voilà. Mais du coup, si j'ai envie de passer 2 heures à créer un nouveau produit, je le fais. Si j'ai envie d'aller surfer, parce que les conditions sont bonnes, parce qu'à Nantes, je suis pas juste à côté, il faut quand même que je vois et tout, je check les vagues et tout, je peux y aller. C'est hyper, hyper clé, parce qu'en fait, la vraie valeur, c'est pas l'argent. L'argent, quand tu deviens entrepreneur, tu arrives assez rapidement à comprendre comment en générer. Je dis pas que c'est facile, mais tu te retrousses les manches, tu vas prospecter, tu peux toujours vendre un truc. Par contre, retrouver du temps, ça c'est hyper précieux. Et c'est peut-être aussi d'être maman où je me rends compte, bah voilà, mes enfants, ils ont 6 et 4 ans, c'est passé vite. Je me dis, ce temps-là, Il est j'en ai précieux. profité, mais on le retrouve pas, quoi, après. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir à ça. Vie de Ok, rêve, maîtrise de son temps. ok, bah ouais, c'est clair Mm, que le temps, ça ne s'achète pas et mm. on peut pas le retrouver Et derrière. numéro 2, peut-être faire un truc pour moi. Parce que j'avais de la chance quand même quand j'étais manager, j'étais maîtresse un peu de mon temps quand même. Tu vois, c'est moi qui décidais, voilà. Mais tout ce que je faisais, je le faisais pour l'entreprise. Donc quand j'en suis partie, bah, j'ai tout perdu, entre guillemets. Enfin, j'étais contente de leur donner, mais tu vois, c'était pas des actifs que je construisais pour mon avenir. Alors que là, tout ce que je construis aujourd'hui, tout le temps que je passe à créer mon podcast, je sais que mon podcast, il va me rapporter plus tard. Donc je suis encore plus contente de travailler parce que je suis propriétaire intellectuellement de mon travail et tout, et ça va me rémunérer plus tard. Ok. Et ben, parfait, tu trouves ma transition pour aller justement au moment où tu étais salarié. Mais juste avant ça, j'aimerais que tu me dises concrètement ce que tu fais. C'est quoi ta mission avec le Ouais. board? Je peux nous expliquer. Ben, ma mission, au début, j'ai créé un podcast juste parce que j'adorais le freelancing et je voulais apprendre à être une bonne freelance. Parce que c'est pas facile de salarié à freelance. Toi-même, tu sais, il y a des moments où j'étais là, bah, comment on fait pour faire un devis, tu sais? Combien je facture? Qu'est-ce que je lui dis au client? Enfin, bon, bref, j'étais un peu perdue. Donc, j'ai interviewé des freelances toutes les semaines. Et au bout de 2 ans, gratos à faire ça juste parce que j'aimais bien, il y a des gens qui ont commencé à me contacter en me disant, est-ce que tu peux m'apprendre à faire ci, à faire ça?
Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai créé un produit dérivé du podcast qui s'appelle l'incubateur solopreneur. Et moi, maintenant, ma spécialisation, c'est pas le freelance qui débute, c'est plutôt après. C'est quand tu fais 100 000, 150 000 par an, t'es Mm. bien, mais t'en as marre, en fait, parce que tu vends tout ton temps à tes clients. Et moi, Mm. je t'aide à le récupérer et à devenir solopreneur, donc à construire ce produit pour devenir scalable. Mm. En fait, C'est ça ma mission. parfait. Mais donc Flavie, c'est le step juste après moi en fait. Moi, faut que je t'envoie mes C'est ça. freelances en fait. C'est ça. Bah écoute, on va faire un partenariat. C'est ça. Mais donc du coup, transition parfaite là sur ce que tu disais juste avant. J'aimerais qu'on se replonge du coup quand tu étais salarié. Tu puisses nous expliquer quel était le contexte, ce Mm. que tu faisais à ce moment-là avant de passer sur le Ouais. déclencheur. Bah plutôt un bon contexte. Moi, j'étais pas anti-salariat. J'aimais bien. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'a freinée, c'est que moi, j'étais la bonne élève. Donc tout allait bien pour moi. J'avais des promotions, j'étais bien payée. J'aurais pu rester salariée longtemps. Mais j'ai quand même remarqué qu'en fait, si je faisais ça, j'étais pas maître de mon destin, tu vois. Il se passait quoi que ce soit, une réorganisation et tout, voilà. Congé maternité aussi, quand tu commences à avoir ton congé maternité, tu commences à te dire, ah, je vais peut-être être dans la case de la discrimination, machin. Tu sais, ça arrive à plein de femmes aussi quand ils Ouais. reviennent, on leur a pris leur équipe, on leur a pris leurs responsabilités et Ah tout. ouais. Donc je me suis dit, bon, et souvent, justement, moi, ça a été un déclencheur de ouf. La grossesse ou la paternité, hein, ça peut faire ça aussi au mec. Ça te fait un moment d'interruption dans ta vie. C'est comme si tu descendais du tapis roulant sur lequel tu étais en train de courir sans réfléchir, quoi, la roue du hamster. Et comme tu commences à réfléchir à ta vie, quoi, parce que tu es là, oh là là, je vais avoir un enfant, c'est quand même un truc de ouf, bah tu remets tout en question. Ça peut être ton couple, ça peut être ton travail. Et moi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire après? Et là, j'ai eu envie de faire un truc pour moi. Ok. Et donc, je savais pas encore que je serais entrepreneur, mais j'ai décidé de lancer mon podcast au moins. Faire ça, tu vois, À côté. mon Ok. média à moi, quoi. Ok. Bon. Mais à ce moment-là, tu faisais quoi concrètement? Parce que je crois que tu travaillais dans une grosse boîte, non? Ouais, donc moi j'étais directrice commerciale chez Sixt France. J'étais au comité de direction et tout. Donc en gros, je passais ma journée à manager des gens. J'avais des voyages partout en France, en Europe et tout. Donc j'étais très occupée aussi. Ah oui, et deuxième déclencheur quand même, c'est le Covid. Tu passes de je suis tout le temps busy, tout le temps en voyage, à je retrouve mon temps chez moi. Donc ça ouvre des espaces mentaux. C'est pas pour rien que tu as des idées. Souvent, tu veux créer ta boîte quand tu pars en vacances. Parce que tu es là, tu es détendu et hop, tu as du temps à nouveau pour réfléchir. Parce que quand tu es dans le train-train, tu peux pas avoir les idées, c'est impossible. T'es dans ta routine, il n'y a rien qui va venir interrompre ce schéma de pensée. Hmm. Donc toi, le premier déclencheur, ça a été ton premier enfant. Et ensuite, il y en a un deuxième, donc c'était le Covid, c'est ça? Ouais, les deux, bah, c'est arrivé Quasiment au même moment. à peu près en même temps, quoi. Et après, le troisième, c'était faire un truc pour moi. Parce qu'en gros, je me suis dit, j'ai peut-être juste besoin de changer de poste. Je suis allée passer des entretiens de recrutement ailleurs. Et là, Ouais. je me suis dit, pff, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas un autre poste, le même, mieux payé, plus gros, toujours plus gros. C'est faire un truc pour moi. Et là, je me suis rendu compte aussi que j'avais envie d'entreprendre, en fait. Mais à ce moment-là, comment tu t'en es rendu compte concrètement? T'as eu à faire un peu d'introspection, méditation, ou Mmh, c'est juste naturel, non, c'est venu non. comme ça? Bah, j'ai écouté plein de podcasts sur Ah, l'entrepreneuriat, ouais, évidemment. ouais, Je sais pas, je regardais des lives d'entrepreneurs à l'époque, c'était les lives YouTube, LinkedIn et tout. Je geekais, j'écoutais des trucs américains. ok. C'est venu comme ça. Je lisais des livres business parce que tu sais, j'étais quand même passionnée par mon métier. Et quand t'es manager, t'écoutes aussi des trucs d'entrepreneurs parce que souvent il y a des questions sur le management et tout. Et voilà. Et après, je sais pas, peut-être un petit côté avoir envie d'apprendre des nouvelles choses aussi, me prouver que j'étais capable. C'était la grosse hype, tu vois, de devenir entrepreneur, je trouve, à ce Ouais. moment-là. C'était quand, c'était en quelle année? Ben, en 2020? 2020. Ouais. 2020. Ouais, le Covid, en plus, ça, Ouais, ça a fait un peu exploser les trucs, quoi. c'est ça. Mais est-ce que tu avais une vision? Est-ce que tu te disais, moi, je veux travailler tout en voyageant? Est-ce que je veux être enfin, indépendante, avoir mon temps? T'avais une vision un peu claire ou pas? Non, j'avais la vision de la Startup Nation. Donc, je suis allée dans un incubateur de start-up. Pour moi, il y avait que ça qui existait pour se former, pour apprendre à créer une start-up. Donc, grâce à ça, j'ai appris un peu à les pages de vente, le no-code et tout. Et c'est pas pour rien que plus tard, des années plus tard, j'ai créé l'incubateur solopreneur, tu vois, parce que je voulais avoir la même rigueur pédagogique, mais des méthodes plus flex, quoi, plus adaptées à la vie du freelance, plutôt que des business plans sur 7 ans pour lever des fonds. Et donc voilà, je me suis formée en parallèle parce que se former, c'est toujours autorisé. Quand tu es salarié, tu peux suivre toutes les formations que tu veux à côté. Ton patron, il s'en fout. Et c'est ça qui m'a poussée à l'action aussi. Ah, c'est marrant quand même que, du coup, en fait, à la base, tu voulais devenir entrepreneuse en Ouais, quelque alors donc sorte. à la base, donc je suis allée dans cet incubateur et Ouais. j'avais une idée
de créer une boîte qui placerait des freelances commerciaux externalisés au lieu des commerciaux. Tu vois, en gros, ça avait un rapport avec mon Ah, domaine d'activité ok. et ça avait déjà un peu un rapport avec le Hmm, freelancing. Et ok. c'est en faisant le MVP, en testant le produit, que moi-même, je suis allée freelancer dans une boîte où je comprenais rien pour voir si ça marchait. Et ça a marché. Et là, je me suis dit, bah, mon concept, il marche, mais finalement, je préfère la vie de freelance. J'ai mis de côté ma startup en me disant, si tout s'écroule, je reprendrai ce business model parce que je pense que je peux en faire quelque chose. Mais en gros, c'est en devenant start-upeuse que je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. J'allais devoir trimer 10 fois plus, prouver à tout le monde ma valeur, lever des fonds, machin. Ça avait l'air d'être une vie trop chiante. Ouais. Et là, avec en plus la maternité, je me suis dit, Ah, en plus, bah t'étais enceinte à ce moment-là? ouais, Attends. Viens, on fait le point parce que faut que je... Attends, là, t'avais ton boulot, c'est ça? ouais, T'étais en entreprise. ouais, Tu t'es dit, je veux créer ma boîte. ouais. En gros, c'est ça, ok. Mm, T'es allé dans un incubateur, mm, t'as voulu créer ta startup, mm, t'as fait ton MVP. mm, MVP, pour expliquer, Minimum Viable Product. mm. C'est en gros une version tout petit du produit, mais qui répond à un besoin précis. Et en fait, tu m'as dit que tu faisais du En f- freelance en parallèle? ouais, en gros, j'ai eu ma première fille. Oui, donc elle est née, J'étais ok. revenue travailler en salarié. D'accord. J'ai eu un peu un coup parce que pour moi qui aime toujours la nouveauté, je trouve ça chiant de le côté retour de congé maternité et recommencer, Ah, ça t'a mis un coup ça m'a mis un de... premier coup, un petit coup de routine. Ensuite, je me lance dans mon projet entrepreneurial en parallèle. Je fais tout ça en parallèle, hein. J'ai jamais demandé l'autorisation, hein. Ah ouais? Je le faisais sur mes jours fériés, le soir. Ah ouais. Tu peux être freelance la nuit si t'as envie, tu vois, t'es pas obligé. C'est Comme l'avantage aussi du Batman. freelancing. Non, mais je me rappelle, je m'étais mis sur Malte avec Flavie P. C'est le truc pas du tout discret. Mais aussi, j'étais dans un univers où je pense que personne connaissait le freelancing dans ce grand groupe dans lequel je travaillais, tu vois. J'avais pas Hmm, trop de risques. ok. Évidemment, j'ai respecté toutes les clauses de trucs. J'ai pas freelancé pour un concurrent, ça n'avait rien à voir. Ouais. Voilà. Et après, là, j'étais chaude pour partir et me mettre complètement à mon compte. Et c'est là que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc là, ça m'a mis plutôt un coup d'arrêt où je me suis dit, bon, c'est chaud quand même de partir enceinte, lancer un business sans aucune sécurité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu mon congé mat de numéro 2 pour négocier mon départ. Donc tu vois, ça m'a peut-être fait perdre un an et demi, mais c'est pas du temps que j'ai perdu parce que là, j'ai continué mon podcast. D'accord, donc toi, en fait, le premier vrai produit, la première chose que tu as vraiment faite, c'est le podcast. Ouais. C'est ça? Ok. Mais c'est marrant quand même de lancer un podcast comme ça, genre c'est les premiers trucs qui te viennent à l'esprit. Parce qu'il y a plein de gens, quand ils quittent le salariat, c'est des petits boulots, le Ouais. freelancing ou quoi. Toi, tu t'es dit Oui, parce que podcast. j'avais pas besoin d'argent. J'avais mon salaire à côté aussi, donc j'ai fait un truc plus passion. Mais quand même, j'avais l'idée que derrière, ça mettrait du temps, mais qu'un jour, ça serait rentable. Parce que j'avais déjà suivi ce qui se passait, Mathieu Stéphanie et tout. Enfin, tu vois, Mhm. c'est qui les gens influents aujourd'hui? C'est des gens qui ont des podcasts, enfin, qui vont prendre la parole, qui vont créer des systèmes de pensée. Parce que créer un produit, c'est facile, mais le vendre, c'est dur. Mais du coup, tu parlais de quoi dans ton podcast au début? Ça s'appelait Le Board parce que c'était le podcast des dirigeants. Donc, en gros, je recevais des gens, je parlais Ah, c'était une voilà. interview. Ouais, des interviews. J'ai commencé Hmm. en interviewant des potes, des gens que j'aimais bien dans mon réseau. Et puis après, plus ça allait, plus je l'ai pivoté vers le freelancing. Et c'est devenu le board que t'as pas quand t'es solo, quoi. D'accord, ok. Et donc ensuite, congé mat, et là, tu t'es dit, je me lance à 100%, c'est ça? Voilà. Et là, souvent, les congés mat, deuxième avantage d'avoir des enfants, c'est que souvent, c'est plus facile de négocier son départ quand on est en congé mat. De dire, en fait, je vais pas revenir. Comme ça, tu facilites la transition pour la boîte. Ils te remplacent, ils se débrouillent et tout. Et c'est grâce à ça que je maximisais mes chances d'avoir une rupture conventionnelle, même si je savais que j'allais l'avoir. Mais ça me tranquillisait aussi. Je pense que c'est pas du tout une obligation parce qu'au final, direct après, j'ai freelancé, j'ai fait 100K la première année, donc j'aurais Ah pu ouais? me Oh. payer sans rupture conventionnelle. Mais je sais pas, j'avais la peur de manquer. Là, le salarié, vraiment, on a un grain, tu sais, on a peur. On est accroché comme une moule à notre rocher. Donc là, j'avais mon chômage plus mes 100K et j'en avais pas assez, j'avais encore peur. Ouais, c'est marrant. Donc c'était un... Mais il s'est passé combien de temps entre, tu disais donc Covid à ce moment-là, Ouais. où tu as eu ton premier enfant. Il s'est passé combien de temps entre quand l'idée a émergé, quand tu as commencé à vouloir lancer ta startup, jusqu'à ce moment-là où tu as commencé à te lancer en freelance, il s'est passé combien de temps? En gros, entre le moment où le moment où j'étais salariée diversifiée, c'est-à-dire entrepreneuse plus salariée, ça a duré à peu près 2 ans, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Donc jusqu'en 2022? Ouais. Ok, Donc j'ai d'accord. quand même fait beaucoup de choses pendant que j'étais salariée. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donnerais, quoi. C'est de pas attendre de se lancer pour faire tout ça. Ouais, ouais, J'ai, ouais. j'ai appris à poster sur LinkedIn, j'ai fait mon podcast, j'ai appris à faire des business plans, des pages de vente. Tout ça, je l'ai fait en parallèle, quoi.
Ouais, mais c'est Comme ça, marrant. j'étais prête quand j'étais vraiment sur le marché. Ouais. J'avais déjà un produit et je pouvais vendre. Mais c'est marrant parce que toi, t'as commencé par te mettre en avant. T'as fait podcast, LinkedIn, etc. Non, mais c'est vrai, et il y en a plein qui le font pas. Moi, le premier d'ailleurs, quand je me suis lancé en freelance, j'étais nulle part, tu vois. Et du coup, ça m'amène une question. Si tu devais conseiller quelqu'un, une pote, imagine, qui se lance en freelance, tu lui conseillerais d'abord de faire quoi? De se lancer en freelance, de trouver des clients et d'avoir déjà une prestation de service? Ou d'abord de lancer un média ou de se mettre en avant sur les réseaux? En freelance, je dirais d'abord trouve un premier client. Ok. Mais moi, là, je pense plutôt aux salariés qui sont comme moi, quand tu es cadre et tout. C'est pas dit que tu gagnes aussi bien ta vie que quand tu es en freelance, quoi. Donc, et surtout, c'est des gens, ils ont peur d'être freelance à côté parce que c'est pas forcément autorisé par leur travail, tu sais, leur clause d'exclusivité. Donc là, ceux-là, si vous avez une clause d'exclusivité, je vous conseille de faire plutôt un média parce que personne peut t'engueuler si tu écris une newsletter sur le développement commercial. Donc, tu construis ton autorité, ta crédibilité avec un truc autorisé, mais Mhm. derrière, tu sais que ce truc-là, il t'aidera à vendre demain et dès que tu as démissionné, boum, tu fais ton offre. Ouais, donc c'est plus en fait d'une vision long terme là pour le coup. Voilà, là, c'est le format un peu masqué de comment entreprendre en parallèle sans se faire griller, tu vois. Ok. Ouais, hyper intéressant. Et toute cette phase-là, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est donc quand l'idée a émergé jusqu'au lancement et sur les premiers mois de lancement, comment tu as vécu tout ça d'un point de vue émotionnel surtout? Parce qu'en plus, tu as eu tes deux enfants, enfin, Ouais. j'imagine que c'est passé plein de choses. Le premier truc que j'ai mal vécu, c'est la perte de statut. Ça paraît bizarre, hein, mais en fait, je trouve que personne n'en parle d'ailleurs de ce sujet. Quand tu es salarié, tu as un statut dans la société, tu as un titre, Hmm. tu as merde, comment ça s'appelle Mhm. Ouais, un nom de poste et tout. Moi, j'étais sales VP, nanan. Donc en plus, moi, j'avais un statut, on va dire, noble, entre guillemets. Enfin, tu sais, j'avais gravi les échelons, donc j'en Ouais. étais fière. Et quand tu deviens freelance ou solopreneur, plus personne s'intéresse à toi. Tu sers à rien. T'es plus un grand compte qu'on peut prospecter. Moi, je me faisais prospecter toute la journée par des gens qui m'invitaient à des événements et tout parce qu'ils voulaient que Six bosse avec eux et tout. Donc, t'as plus de statut, t'as plus de métier parce que c'est à toi de l'inventer. Tu peux plus dire en société, bah, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis freelance. Ah bon, c'est quoi? Bah, ça va ton petit business de freelance? Enfin, vraiment, il y a rien qui va. Et moi, j'avais presque 40 ans. Donc, en plus, il y a ce petit côté, normalement, c'est le moment où tu es censé réussir ta vie, tu vois. Et moi, je revenais un peu à zéro. Donc, cette perte de statut, je l'ai un peu mal vécue. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée aussi à peut-être à prendre la parole, à dire, j'ai quand même des choses à dire. J'ai pas de statut, je sais pas ce que je vais faire demain comme produit, mais je crée quand même un podcast. Ok. Donc, c'était quoi ton drive en fait pour continuer d'avancer malgré ça? Euh, ben après j'ai pas trouvé ça très dur non plus, tu vois, dans le sens où en fait tout était cool. Enfin moi tout m'a plu dans l'entrepreneuriat. Comment on fait une facture, à trouver un premier client, l'excitation des débuts c'est génial aussi. Ah mon premier client, putain c'est génial. Tu sais pas faire, après t'apprends à faire, après t'as un deuxième client, tu dis ah c'était pas de la chance et ça continue. Donc non non moi j'ai pas trouvé ça difficile. Le deuxième truc par contre que j'ai trouvé dur c'est mon entourage. Ouais. Parce que donc mes parents étaient fonctionnaires, Ouais. mon mec est salarié, et salarié sacrificiel. Tu vois, pour lui, c'est faut travailler dur et tout. Et du coup, tous mes potes sont salariés. Donc au début, je les avais inscrits de force sur ma newsletter de mon podcast, mais ils s'en foutaient, tu vois, du freelancing et tout. Et du coup, bah, j'avais personne à qui parler de tout ce que je vivais, l'excitation, mais aussi la peur, à quel prix je me mets. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie déménager à Nantes en même temps que tout ce changement. Ah, t'étais où du coup? Avant, j'étais à Paris. Ah, ok. Et grâce à ma liberté retrouvée, let's go, Nantes, la plage, pas loin, tout ça. Et à Nantes, j'ai contacté des freelances. Et en fait, je me suis recréé un petit entourage de freelances qui sont maintenant devenus mes potes, qui m'ont présenté à d'autres freelances, etc. Et grâce à elles, grâce à eux, bah, je me suis sentie beaucoup moins seule. En fait, je me suis recréé ouais, parce que mon mec, par exemple, ne comprenait pas que je poste sur LinkedIn. Il me disait, mais enfin, pourquoi tu fais ton influenceuse? Il comprenait pas. Et je lui disais, bah, comment tu veux que je trouve des auditeurs pour mon podcast? Et en plus, c'était le moment où on a compris que les réseaux sociaux, c'est pas juste poster ta cover de podcast et dire allez l'écouter. Faut faire un peu de storytelling. Donc là, en plus, quand j'ai commencé à poster des selfies de moi sur LinkedIn et tout, les gens étaient suspicieux, mes anciens collègues et tout. Au début, il y a cette suspicion, Mhm. et après, ils viennent te demander des conseils quand ils veulent faire Mais pareil. suspicion de quoi? Bah, ils se disent pourquoi elle fait ça, Ah oui, pourquoi elle se d'accord, donne donc un du jugement spectacle. quoi. Ouais, jugement. Ouais. Et après, tu reçois des messages privés. Est-ce que tu peux m'apprendre à faire pareil? Ah ouais.
Ah ouais, non, c'est fou. Tu sais, l'entourage, ça joue énormément. Moi, c'était à peu près pareil. Et je pense que c'est aussi cet élément qui m'a un peu poussé à partir, Mm. à voyager, parce que je trouve que c'est essentiel de pouvoir quitter un peu son environnement Ouais, tu te sentais natal. moins jugé dans un autre pays que la France. Bah ouais, c'est ça, il y a ça, mais au-delà de la France, je pense que c'est surtout ton environnement social où tu as été habitué à être salarié. Alors moi, j'ai jamais été vraiment salarié, mais voilà, les gens qui m'entouraient, c'était un peu le même système, tu vois. Et donc c'est toujours intéressant d'aller chercher d'autres personnes, voir ce qui se passe ailleurs. Moi, c'est ce que je dis à tous mes freelances, même s'ils sont dans mon bootcamp, allez parler à d'autres freelances. Alors nous, on a la communauté, donc c'est cool, mais allez parler à des freelances, aller à des événements, parce qu'en fait, l'entourage joue un rôle énorme. D'ailleurs, l'environnement naturel et l'environnement aussi social, donc ce que tu disais. Clairement. Et le bon environnement, parce qu'au début, moi, j'allais à des trucs d'entrepreneurs, mais je me sentais toujours aussi seule. Ouais, ouais, Parce ouais, c'est vrai. que c'est pas pareil, les Ouais, start-upers. ouais. C'est des trucs de freelance qu'il faut faire. Ouais, mais carrément, ouais, carrément. Mais moi, il y a une question que je me posais parce que, tu vois, j'ai parlé, comme je te le disais, à pas mal de pères de famille et de mères de famille, mais à chaque fois, il y a cette peur, tu vois, parce qu'il y a des responsabilités. Il y a, non, mais j'ai des enfants, faut que j'ai de l'argent, faut que je sécurise et tout. T'as forcément traversé une période comme ça, non? Oui et non, mais je sais pas. En fait, déjà, alors moi, je me suis lancée sur le tard. Ok, Donc, j'avais quand même sécurisé une partie avant. d'accord, ouais. Déjà, bah, l'inconvénient d'avoir 40 ans, l'avantage, c'est que tu as un peu épargné avant. Donc, Attends, tu vois, t'avais quel âge à ce moment-là? j'avais peut-être 35, un truc comme ça. Là, j'ai Ok. 40 ans, 35. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais quand même propriétaire. Avant, j'ai Mhm. profité d'être salarié pour être propriétaire. Emprunter, quoi, faire un crédit. Et voilà. Ça, c'est déjà, ça te tranquillise parce que c'est vrai que c'est chiant pour faire un crédit la première ou les 2, 3 premières années en freelance, quoi. Donc voilà. Et du coup, je trouve que c'est motivant quand tu as des enfants parce que tu te dis, bah, je sais pas, je vais Mhm. me défoncer un peu pour eux, pour notre mode de vie, pour machin. Moi, ça m'a grave motivée et je me suis sentie plus en mesure de contrôler combien je gagnerais d'argent en entrepreneur qu'en salarié. Mhm. Et aussi, je me suis dit, si ça marche pas, c'est pas grave, je retourne dans le salariat. J'ai pas, Mhm. je suis pas effacée de la surface de la terre, tu vois. Il est encore temps. Parce que j'avais 35 ans. Je me dis, au pire, 35, 40, ça va encore. Je serais pas complètement blacklistée pour mon âge. Donc, tu vois, il y a toujours des plans B. En fait, je sais pas pourquoi les gens se disent, ça va être ce scénario et si tout s'écroule, tout s'écroule. Bah non, C'est ça. voilà. Donc, moi, j'ai pas eu peur, en fait. J'ai calculé combien de temps je pouvais faire avec le chômage, combien je devais gagner. Et j'ai bien sûr fixé mes objectifs par rapport à combien je pouvais me verser. Et je me rappelle, moi, mon minimum, c'était verser, je sais plus combien, 3 000 euros, quelque chose comme ça. C'est ma mensualité pour payer la maison et le train de vie des 2 enfants, etc. Donc oui, ça te met une certaine pression. Et c'est aussi pour ça que je peux pas être freelance à 200 balles la journée et que j'ai dû me forcer à être solopreneur. Ouais, donc ce qui est assez fou avec toi, c'est que en fait toutes les peurs et les problématiques, tu les as transformées en quelque chose de positif, en drive pour aller de l'avant. Et ce qui est assez rare parce que, bah, comme je te le disais, moi j'en rencontre pas mal, des pères ou des mères de famille qui ont les mêmes peurs que toi, les enfants, il faut sécuriser et machin. Et en fait, ils n'ont pas forcément ce recul de se dire, bah en fait c'est pas très grave, au pire, derrière je retrouve un CDI. Et donc moi j'aimerais bien savoir bah, si tu as trois conseils à donner à cette personne-là, ou plus de trois conseils, hein, mais on va se faire un top 3 à cette personne-là qui se trouve dans cette situation dans laquelle tu étais. Top 3 calculé. Moi, j'ai pris une feuille, un stylo et j'ai posé les chiffres en fait. Parce qu'en gros, je sais plus, tu vas dire, bah, pour me payer 3 000 par mois, faut que je génère, mettons, 6 000 de chiffre d'affaires si je suis en société. Fois 10, 60 000, on va dire, allez, faut que je fasse 70 000 de chiffre d'affaires par an. En freelance, c'est largement faisable. Tu vois. Et Ouais. après, faut être prêt à bouger aussi. Deuxième conseil, c'est-à-dire que si c'est pas possible dans le domaine que tu faisais ou ton domaine de passion, faut que tu trouves une niche où ça paye plus. Et donc typiquement, moi j'ai eu ce problème-là, j'étais manager, mais il fallait que je trouve un domaine où être freelance. Et donc moi j'ai choisi la prospection commerciale externalisée. Là, il y a toujours besoin, c'est un peu chiant à faire, mais ça rapporte. Et donc j'étais payée à 800 euros et encore j'étais pas cher payée, 800 euros par jour. Tu travailles tous les jours, c'est bon, tu fais largement tes 100 000 euros. Moi je travaille même pas tous les jours. Tu vois, donc ça c'est le deuxième conseil. Donc écrire ses chiffres, écrire ses objectifs, choisir un marché, comprendre aussi les marchés qui payent bien pour se faciliter la vie. Et le troisième conseil, c'est d'en parler avec aussi ses proches. Et moi, mon mec, il a encore plus la peur du manque que moi. Donc en fait, en parlant, je me suis rendu compte que c'était complètement absurde. C'est-à-dire qu'en fait, la peur du manque, ça dépend pas de combien tu gagnes. Ça dépend de comment tu as été éduqué, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'argent.
Hmm. Donc je me suis dit, bah, si même lui, il a peur de manquer alors qu'il est salarié, etc., il y a rien qui peut corriger ça. Donc faut y aller. Faut dépasser cette peur, en fait. Ok. Et du coup, quels C'est pas seraient les... rationnel. Comment? C'est pas rationnel, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, carrément, carrément. Mais donc, quelles seraient les étapes? Parce qu'en fait, tu vois, tu disais, faire 60 000 euros à l'année en freelance, c'est pas compliqué. Mais il y a parfois des Mm. gens qui, en fait, ils sont tellement dans le flou, ils savent pas quel métier faire, combien tu peux gagner, combien tu factures et tout. Je pense que tu as les mêmes problématiques. Du coup, c'est quoi les steps pour déjà éclaircir le sujet pour savoir que justement, c'est Ouais. possible? Ben, on dit qu'on sait pas, mais en vrai, le freelancing, c'est assez transparent. Tu vas sur Malte, tu tapes une compétence et tu vois les ranges de prix entre 200 et 1200. Donc tu dis que la vérité, elle est peut-être un peu au milieu, machin, tu as des petites barres, des petits histogrammes. Donc déjà, tu sais combien les clients ont l'habitude de payer quelles compétences. Donc grâce à ça, tu peux faire tes calculs. Tu peux aussi demander à d'autres freelances combien ils se font payer dans les faits. Euh, C'était quoi ta question, pardon? Bah, J'ai en gros, perdu. les étapes, justement, pour Mm, défricher ces sujets, pour se mm, rendre compte que on peut, un, se lancer en freelance, et deux, faire de l'argent. Tu disais par exemple 60 000 euros, tu vois. mm. Comment t'arrives à ce stade-là? Après, bah, se lancer, c'est facile. Bah, faut y aller, quoi. Faut s'inscrire sur une plateforme de freelancing ou, je sais pas, trouver son premier client. Moi, je pense, pour moi, se lancer, c'est vraiment trouver son premier client. Ok, Donc, je dirais, en premier, c'est prospecter, quoi. ok, mais peut-être qu'en amont, tu disais parfois il faut choisir la bonne niche, le bon marché. Donc Ouais. peut-être qu'il faut un métier, que tu sois sûr que ce soit le bon, qui te convienne, et après tu vas prospecter. Bah, le plus simple, c'est quand même de faire ce que tu faisais en salarié. Souvent, c'est quand même souvent faisable, c'est le plus facile. Et après, quand tu vois que si ça paye pas exactement et tout, tu peux faire des petits pivots. Tu peux changer de secteur d'activité, tu peux changer un peu de persona, tu peux un peu augmenter tes prix. Donc, j'irai progressivement. Par contre, faut pas attendre dans son canapé en se disant, oh, quelle niche en freelance je vais aller adresser. C'est mort. En fait, entreprendre, c'est faire. Donc, Hmm. et c'est pour ça que moi, j'aime bien commencer à être side freelancer, c'est-à-dire à tes heures perdues, tu freelances un petit peu à côté. Comme ça, tu tâtes un peu le terrain, tu comprends ce que les gens aiment bien, ce qu'ils achètent aussi. Et dès que tu as eu ton premier client, ça permet d'apprendre énormément de choses sur ton marché. Et tu peux te dire, bah, pour le client d'après, je vais viser un petit peu plus gros en chiffre d'affaires ou alors plutôt un client qui utilise tel outil. Voilà. Ok, d'accord. Donc si je résume, c'est un, le secteur, le Mm. métier. Deux, c'est de tester le plus rapidement possible. Oui. Et donc tester, ça veut dire aussi aller chercher tes clients, quoi. Donc Ouais, troisième step, c'est aller prospecter, quoi. exactement. Ok, ok, très bien, très clair. En fait, j'avais quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, ça m'avait énormément débloqué mentalement. Il m'avait dit, être freelance, c'est être payé pour apprendre. Et Ah, j'étais là, bah, c'est trop bien. Et ça t'enlève la peur de pas savoir faire parce qu'évidemment, ta première mission en freelance, on en parlait en off tout à l'heure, elle est forcément, enfin, on en rigole a posteriori. Moi, mon premier client, c'était pas ma meilleure réussite, quoi. Il y a plein de trucs que je savais pas. J'avais dit oui à tout. Je connaissais pas son secteur d'activité. Mais ça m'a appris des éléments dont je me suis resservi dans d'autres missions, d'autres missions, d'autres missions. Et je suis devenue meilleure de mission en mission. ok, Donc mais donc du je me coup, dis ça, je me dis je suis payée, je sais pas tout, c'est pas grave, je vais aller demander aux gens en cours de route, je dis oui, je prends le chèque et après je me débrouillerai pour faire pour livrer la mission au client et que ouais. ça soit bien. Ah, mais tu vois, ça précisément, toi, tu l'as très bien fait. Moi, c'était à peu près pareil aussi, mais il y a énormément de personnes qui, au début, quand elles se lancent, c'est, ah, mais, syndrome de l'imposteur, en fait, tu te sens pas légitime. Typiquement, être payé pour apprendre. Et justement, il y a plein de gens qui ne se sentent pas de le faire parce qu'ils se mettent dans la position de, bah, t'es prestataire de service, ton client, il attend un service, il attend que tu sois expert. Du coup, t'as fait comment, toi, pour dealer avec ça? Eh ben, oublie pas que t'es pas un nouveau-né, t'as fait ta Ouais, carrière avant. Moi, je me suis appuyée sur ce que j'ai fait avant. ok, J'ai dit moi, j'ai généré tant de ventes sur tel client. Eh ben, ok. le client, c'était mon employeur. Mais en fait, en gros, je trouve que les salariés, quand ils deviennent freelance, c'est comme s'ils oubliaient toute leur vie d'avant. Mais vous avez des compétences, vous avez fait des choses, donc c'est ces compétences-là que vous allez vendre à un client. Ok. Vous démarrez pas de zéro, ou même pendant vos études ou quoi. Donc c'est ça aussi, savoir ce que tu as fait. Je sais pas, moi, pendant mes études, j'étais présidente d'association, j'ai dû chercher des sponsors, tiens. Ça m'a resservi sans doute plus tard dans mon Hmm. podcast. Ok, ok, je vois. Mais si par exemple, je sais pas, t'es vendeur chez Decathlon, Mm. tu vois, et que ensuite tu te reconvertis, t'apprends un métier, bah, publicité en ligne, par exemple, un truc qui Ouais. a quand même rien à voir. Mm. Comment tu fais du coup? Comment tu fais
Bah, il faut que tu trouves ton premier client, c'est toujours pareil. Donc, soit tu peux proposer des échanges de bons procédés. Tu vois, par exemple, tu vas voir un client, tu vas lui dire, écoutez, pour ma première mission, j'ai besoin de développer telle compétence, etc. Il y en a qui font soit du travail gratuit ou tu vois, de l'échange de bons procédés. Franchement, moi, j'allais dire, en fait, personne sait à part vous que vous avez jamais fait votre métier non plus. Donc, il y a de la demande, surtout dans le domaine dans lequel tu es. Bah, je sais pas, tu prends quoi, tu dis oui, puis tu demandes à un autre freelance plus expérimenté Hmm, comment faire ta facture, comment voilà. ok. Les plateformes de freelance, ils savent pas si tu as fait d'autres missions avant ou non, quoi. Hmm, Et dans le cadre de ta formation, par exemple, toi, dans Shape Room, ils font des cas pratiques et tout. Tu peux tester pour toi aussi, tu vois. Moi, par exemple, c'est pour ça, je pense que j'ai pris la parole en ligne, que j'ai créé mon podcast. Bah, j'ai aussi entrepris pour moi et donc j'avais des choses à montrer aussi à mes clients. ok. Et pour toi, il faut... Quel état d'esprit, tu vois, quel état d'esprit t'avais à ce moment-là? Parce que je pense Mm. qu'il est question de courage quand même, non, Ouais. pour pouvoir avancer là-dedans. Bah, rappelle-toi que j'étais quand même la bonne élève, donc j'étais plutôt lisse. Tu vois, j'étais plutôt consensuelle et tout. J'étais pas quelqu'un qui avait trop. T'étais pas une rebelle, quoi. J'étais pas une rebelle. Donc ça m'a fait peur parce que j'avais l'impression que pour entreprendre, il fallait être un gros badass, quoi. Fallait dire le salariat c'est nul, je suis le meilleur du monde et tout. Moi, j'avais pas ce capital-là. Mais quand même, j'avais la niaque quand même, parce que justement, j'avais perdu mon statut, tout le monde avait peur que je devienne freelance, j'avais mes 2 enfants, mes charges à payer et tout, donc ça m'a quand même filé la niaque et en fait, ce côté: «OK, je vais me prouver que c'est possible», m'a donné la motivation d'aller chercher le chiffre d'affaires. Voilà. Après, moi, je suis quand même une ancienne directrice commerciale aussi, donc Hmm, j'ai utilisé cette compétence. Je sais que le chiffre d'affaires, ça tombe pas du ciel. Faut aller le chercher. Et c'est vraiment le truc le plus important. C'est tout le reste tout le reste, c'est accessoire. Ton site internet, on s'en fout, tu vois. Donc, peut-être que j'étais biaisée. Je sais combien ça peut être dur de prospecter, mais combien c'est nécessaire aussi. Donc, j'ai utilisé cette compétence de ma vie d'avant pour moi. ok. Et si tu n'as pas cette compétence, tu vois, si... Parce qu'il y en a plein Mm. qui n'osent pas forcément, qui n'ont pas le courage. Comment tu... Parce que même si tu as ce désir qui est là, je veux être en freelance, j'en ai marre de bosser 8 heures par jour, je veux voyager, travailler en même temps. Il y a ce désir qui est là, mais parfois il y a cette peur qui est tellement présente qu'en fait ça tue tout le reste, le courage et le fait que tu puisses te lancer en freelance. Donc comment tu peux aller vers ça, tu vois, aller vers cet état d'esprit? Moi qui n'étais pas non plus une énorme courageuse, enfin, Ouais. c'est pas mon qualificatif premier, je me suis entourée aussi. Donc moi, j'ai interviewé des gens sur mon podcast et j'ai compris qu'en fait, tout le monde a commencé comme ça. Même ceux qui sont hyper stylés aujourd'hui, ils ont dû trouver leur premier client. Donc ça m'a désacralisée. Je me suis fait aider, je demandais à d'autres, tu peux aller voir d'autres freelances plus expérimentés et leur dire, quand tu es complet en mission, appelle-moi, moi je peux faire le truc pour toi. Tu peux Hmm, rejoindre un collectif. Tu peux te former. Donc, tu vois, c'est aussi comme ça que tu prends confiance en toi. La confiance, elle n'est pas que intrinsèque, elle est aussi grâce aux choses que tu construis. Donc, déjà, quand tu suis une formation pour être média buyer, après, tu te sens quand même beaucoup plus confiant sur ton prix que quand tu savais rien faire 3 mois avant. hmm. Donc, moi, je trouve que la confiance, c'est pas soit tu l'as pas. C'est quelque chose que tu modèles un peu comme une sculpture. Hmm. Tu l'as construit, tu l'as fait monter à travers toutes tes petites actions. Et donc, si tu n'as pas de mission client, tu fais des cas clients fictifs. Tu prends une entreprise que tu aimes bien, tu décodes sa stratégie de Meta Ads et tu publies ça sur LinkedIn. Ça montre quand même ta compétence, même si c'est pas toi qui as servi le client. Pas bête ça. Pas bête, je vais garder l'idée en tête parce que pas bête. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce truc-là, Ouais. là, tu vois. Ouais. Pas simple parce qu'après pour la publicité en ligne, il faut quand même avoir un peu accès Oui. normalement aux plateformes, mais tu peux voir les créas, les visuels, les vidéos et tout. Donc Ben, tu lances un ça peut être- podcast où tu interviews des clients qui racontent leur campagne méta et ça t'associe à eux, ça t'associe à leur succès alors que c'est même pas toi qui as fait la campagne. Ouais. Ouais. Mais tu vois, sur ce step-là précis, est-ce que tu penses pas que parce que pour moi, le être salarié, dans le système, c'est un peu comme si tu étais dans une sorte de prison dorée. Il y a ce terme qui revient assez souvent. Et en fait, le truc, c'est que cette prison, elle est quand même confortable parce qu'on te donne à manger, tu as des horaires, on te dit un peu, à peu près Mm. quoi faire et tout. T'es cadré, t'es un peu infantilisé. Mm. Et est-ce que tu penses pas que justement, quand tu te lances, quand tu es sur ce step-là, tu veux te lancer en tant qu'indépendant, bah en fait, c'est comme si tu avais les portes de la prison qui s'ouvraient, tu vois, avec Mm. un beau paysage, tu vois, la nature, la liberté s'offre à toi. Et est-ce que tu penses pas que justement, arrivé à la porte, bah, t'es en mode putain, bah, en fait, comment je vais faire? Parce que personne s'occupe de moi, il n'y a pas d'horaire, je suis pas cadré. Et en fait, je me retrouve un peu face à ma responsabilité et je sais pas comment faire. Est-ce que tu penses pas qu'il y a ce truc-là qui... Et du coup, tu retournes dans la prison, en fait. Bah, c'est pour ça que moi, je trouve que le mieux, c'est de le faire progressivement.
Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Salarié diversifié, où je raconte en fait tout ce que j'ai fait pendant les 2 ans là où j'étais en CDI. J'ai fait plein de trucs qui ont facilité plus tard ma vie entrepreneuriale. Et j'étais quand même nourrie, logée, blanchie dans ma petite prison dorée. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Donc, il y a une gradation entre 100% salarié, 0% entrepreneur, ou comme un bouquin que j'aime bien, que j'avais lu aussi aux États-Unis, The 10% Entrepreneur. Donc, entrepreneur à 10%. Donc, déjà, si tu prends 1 heure par jour pour entreprendre à côté, testouiller des trucs et tout, tu fais l'apprentissage de la liberté progressivement. Et comme ça te fait pas bader. Et plus tu y goûtes, plus t'en veux, plus t'augmentes la... Et après, seulement quand t'es au max, tu négocies ta rupture conventionnelle ou tu t'en vas. Mais tu vois, pareil, démissionner en partant de zéro, sans jamais avoir testé l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose que je conseille? Pas forcément. Parce que ça veut dire démissionner sans aucune connaissance de cause. Mmh. Tu vois, donc moi j'aime bien le côté progressif. Moi j'ai fait ça en tout cas et ça m'a insensibilisé petit à petit. Tu vois, c'est comme si je me Ouais, je mettais vois. des microdoses, Mmh. microdosing de liberté et à la fin, ben, je me suis juste sentie à ma place quoi. À l'aise. Mm. Trop bien ça. Et tu disais en plus, sur ta première année, t'as fait 100 000 euros, c'est ça? Ouais. Bon, moi, vraiment, j'ai envie de savoir comment t'as fait du coup. Bah Parce que c'est pas mal. après, là je pense que du coup c'est mon expérience, ma seniorité qui a aidé. Ça faisait 13 ans que je bossais en corporate, donc j'étais sur une fonction demandée, sales. Je savais faire plein de trucs utiles pour l'entrepreneur qui sont prêts à payer. Trouver des clients, c'est D'accord. quand même dans le top des priorités. Ouais. Donc j'ai juste fait, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important dans ce que je fais, dans mes missions du moment? Qu'est-ce qui aurait le plus de valeur, qu'on m'achèterait, voilà. Bah, c'est trouver des clients. Donc je me suis dit, ok, je vais trouver des clients pour d'autres entrepreneurs. Ils m'ont tout de suite payé. Après, ça a plus ou moins bien marché aussi. Parce que le problème, c'est que c'est facile de se vendre, mais le deuxième truc qu'il faut faire, c'est bien réussir la mission. Et là où j'ai plus de mal, c'était choisir les bons secteurs d'activité et tout, où ça serait plus facile pour moi de trouver des clients dans les temps impartis sans devoir bosser 4 fois plus que mon TJM que j'avais annoncé. Voilà, Hmm. donc en gros, voilà, j'ai trouvé un premier client sur Malte. Parce que je pense que quand tu t'inscris au début, tu as un petit bonus de... Et franchement, j'ai eu plein de leads sur Malte. Aujourd'hui, je critique parce que c'est sûr que c'est pas du trafic choisi. Mais pour tes premiers clients, c'est bien. Ah ouais, ouais, non mais Malte, moi je trouve que il faut y être, hein. J'ai regardé les profils des top malteurs. J'ai copié-collé, en gros, leur façon de présenter leur truc, quoi. Enfin, tu vois, voilà, adapté à mon profil. Les leads, je leur envoyais jamais un prix ni un devis par message. Je disais, bien sûr, on peut s'appeler. Et après, je faisais un call de vente. C'est-à-dire, je leur disais, c'est quoi vos problèmes du moment? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qui vous empêche de les atteindre? Et après, je brodais un truc pour dire que, évidemment, moi, j'allais les aider à atteindre ces objectifs et go. Et après, garder son sang-froid parce que tu sais que tu sais pas faire là pour le moment, mais se rappeler que la mission client, ça dure. C'est pas tout doit être délivré le premier jour. C'est d'abord tu vas faire connaissance avec le client, ensuite ensuite tu pourras le soir écouter Bouffer. des podcasts ou appeler un autre freelance si besoin et ça va bien se passer. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai bossé et comme ça s'est bien passé. Il m'a pris 2, 3 jours par semaine et ça m'a fait tout de suite presque mes 100 000 euros quoi. Ah, donc t'avais un client qui t'a pris deux Ouais. trois jours par Un semaine. gros client et un autre petit client. Ok, donc t'as trouvé 2 clients. Ouais. Ah ouais, pas mal. Ok, ouais, pas besoin d'avoir un gros volume, mais c'est juste que t'avais pas mal de choses à faire pour eux, quoi. Ben, c'est ça, parce que prospecter, vendre, machin, ça prend du temps. Tu vois, c'est une fonction classique dans l'entreprise où tu as quelqu'un à temps plein. Ouais. Voilà, donc faut pas prendre un truc trop petit non plus, trop niche peut-être au début. Ok, hyper intéressant. Et à ce moment-là, quand t'avais tes 2 premiers clients, déjà, est-ce que tu les as trouvés rapidement ou pas? Oui, parce que ben, moi, Ouais. je les ai trouvés quand j'étais encore salariée, quoi. Ah ouais! Ah, pépite, incroyable. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai fait aussi, hein. Je me suis lancé à côté de mon job. Ouais, ben, comme ça, j'étais méga rassurée. Je me dis, Ouais. bon, si même en étant salariée, je me disais juste, j'espère que mon client, il va pas aller sur LinkedIn pour voir que je suis en poste. Enfin, c'était un peu chelou. Mais comment t'as fait cette transition-là, du coup? Ben, il y en a un qui m'a demandé. J'ai dit, ben ouais, mais en fait, ça, je suis à mi-temps. Enfin, je sais T'as plus ce brodé que un j'ai. truc, Ouais, quoi. j'ai brodé un truc, quoi. Mais c'est à ce moment-là où tu quittais ton taf, non? Bah, c'est là que j'étais enceinte Du du deuxième enfant. deuxième, ouais. Ok. Du coup, j'attendais un peu. Ok, Voilà, d'accord. Bon. Après, t'avais la voilà. transition. Ouais. Ok, ok, ok. Ouais. Et donc, quand t'as eu ces premiers clients, qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que du coup, ça devenait réel à ce moment-là, quand même. Tu gagnais tes premiers milliers d'euros en tant que freelance. Ah, ben, j'ai trop kiffé. Enfin, pour moi, il n'y a pas de joie supérieure à générer son propre argent
par le fruit de son propre cerveau, de son propre travail et tout. C'est pas une marque, c'est pas un truc lambda que j'ai vendu. Non, c'est genre, je me suis vendue moi en plus. C'est le truc le plus dur. Donc j'étais hyper fière. Après, le seul truc que j'aime moins dans le freelancing, c'est qu'ensuite, bah, tu prends le chèque et après, il faut bosser pour le client. Et là, en fait, c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que bon, bah, tu te retrouves encore dans une situation où tu as un manager à manager un peu quand même, parce que ton client, faut délivrer pour lui. Mais moi, c'était différent, c'est que je vendais mon temps aussi, je vendais mes journées, Ok, ouais. j'allais au bureau du client et tout. Donc Ah, j'étais un peu débutante sur ça, j'avais pas compris qu'il fallait vendre une offre, qu'il fallait vendre un package. Et quand j'ai compris ça, après, j'ai compris, ah ouais, c'est ça la vraie liberté. bah ouais. Et donc, du coup, cette fameuse liberté, comment tu l'as trouvée par la suite? Bah, déjà, j'ai déménagé à Nantes et du coup, ça m'a coupé la possibilité d'être en présentiel chez des clients à Paris. Eh oui. Donc j'ai dû être plus maligne, quoi. J'ai dû me dire, alors qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et donc j'ai testé plusieurs offres jusqu'à ce que je trouve une bonne offre au livrable qui était parfaite. C'était un peu mon monopole personnel, mais tu vois, ça m'a pris du temps avant de la trouver. Mhm. Je pense que j'ai fait deux offres qui se sont pas vendues avant de trouver celle-là qui s'est bien vendue. Mais oui, mais c'est pendant combien de temps en tout? Je sais pas, 3, 4 mois, 4, 5 mois. Et pendant ce temps-là, j'avais quand même des clients. Et l'offre que j'ai trouvée à la fin, c'est que j'organisais des webinaires pour aider mes clients à trouver des clients. Ok. Et du coup, j'ai utilisé mes compétences de podcasteuse. Organiser un webinaire, moi j'adore ça, je sais faire. Alors que le live, ça fait très peur aux clients. Et ils me payaient 2 500 € pour organiser un webinaire. Donc c'est pas mal pour 1 heure de webinaire. J'étais hyper rentable. Un truc que j'adorais. Et derrière, eux, ils étaient gagnants parce que ça leur faisait des leads. Et c'est une Mm. des meilleures façons de générer des leads. Donc, tu vois, c'est que à la fin que j'ai compris qu'on avait le droit de vendre un truc tout petit, mais qui avait beaucoup de valeur aux yeux du client. Et que plutôt que d'être généraliste. Ah, ça, c'est très très bon conseil, ça c'est une évidence. Mais c'est Ouais, génial ce que tu me dis parce qu'on retrouve plein de trucs comme ça dans Shape Room, donc c'est ça. c'est ouf. Et en plus, franchement, tu t'es pas mal diversifié, t'as testé plein de trucs. T'es quand même une entrepreneuse dans l'âme, j'ai l'impression. Ben, en fait, oui, j'ai été intéressée par, comme j'étais manager, j'étais déjà un profil polyvalent. Ouais. Donc, en fait, retourner au freelancing et faire la même chose tous les jours, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas non plus la vie de rêve. Alors, certes, je suis libre, mais bon, et c'est pour ça que j'ai testé plusieurs choses, je pense, c'est ce côté. Et c'est pour ça que je me plais dans solopreneur parce que c'est plus polyvalent, tu vois. J'ai Ok. mon média, gérer mon programme, voilà. Entre le début du freelancing et maintenant, à quel moment tu t'es dit, là, ça y est, là, je me sens bien, je suis libre. À quel moment tu t'es senti vraiment épanoui, en mode ça y est, j'ai un peu Ouais. réussi, quoi, tu vois? Bah, pas la première année, bizarrement. Parce qu'en fait, même si c'était l'année de la libération, je me suis pas sentie libre parce que je bossais beaucoup, quoi. J'arrivais pas à m'arrêter. Comme le client me payait et que tous les jours j'étais payée, j'ai eu un effet casino où en fait, je voulais bosser tous les jours. 800 €, 800 €, 800 €. C'est bête, hein? Mais c'est un petit côté addictif. C'était pareil. Et après, il fallait bosser nuit et jour et tout pour un peu. Parce que je disais oui à trop de missions assez rapidement. Et le freelancing, c'est vraiment trop peu ou trop. Tu vois, t'as pas de clients, et puis d'un coup, t'as genre trop de clients, et tu dois dire non à des clients. C'est très frustrant. Donc, première année, je me suis pas sentie libre. Deuxième année, j'ai commencé à construire mes produits scalables la nuit, après mes missions clients le jour. Enfin, à peu près comme ça. Et là, ça s'est pas vu niveau revenu. J'ai refait 110 k la deuxième année. Par contre, la troisième année, j'ai fait 320 k. Et c'est cette année-là où je me suis vraiment sentie libre. Parce que c'est le fruit du travail que j'avais fait un an avant qui avait porté ses fruits. Mais attends, mais comment tu faisais avec ta vie de famille? Avec tes enfants, ton mec? Ouais. Alors, bah, j'ai quand même fait pas mal d'heures sup, mais du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que quand t'as des enfants, on diabolise vachement le truc et tout. Alors oui, il y a des moments, c'est chaud. Ils dorment pas et tout. Mais il y a plein de moments où ça va. Et en fait, quand t'as des enfants, moi, j'étais plutôt avant à faire la fête, à voyager et tout. Donc moi, d'avoir des enfants, ça m'a fait un cadre avec une vie beaucoup plus plan-plan. Et donc, j'ai récupéré du temps de vie sociale et tout. Enfin, en fait, en gros, bah, je sais pas, t'es là le soir, tes enfants, ils sont couchés à 20 h. Tu pars pas en boîte de nuit jusqu'à 2 h du matin, donc Hmm. tu te couches tôt, voilà. Alors attention, je dis ça c'est quand tout va bien. Bien sûr qu'il y a les bronchiolites, les gastro, les machins. Mais en vrai, quand ces pics-là sont passés, t'as plutôt une vie très cadrée, très routinière. Et moi, j'ai utilisé la force de la routine pour me concentrer à fond sur mon travail. Et donc, tu vois, ça m'a aidé à être plus disciplinée, Ok. à me coucher à heure fixe, à me réveiller à heure fixe. Avant, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de grasse mat. Donc là, bah, je me réveille tôt parce que je suis obligée. Et après, j'ai du temps pour travailler. Tu vois? Non, je sais pas. Je l'ai pas mal vécu en fait sur la partie
Alors, c'est sûr que par contre, ça te force aussi à arrêter tes journées un moment. Tu vois, le fameux tunnel du matin ou du soir, tu ne peux pas travailler de 17h à 20h, c'est impossible. Hmm. Le bain, la bouffe, les trucs. Donc parfois, c'est un peu frustrant. Mais si besoin, tu peux te refaire une petite nocturne en 21h et 23h. Moi, je suis plutôt du soir. Ça m'empêche pas non plus de dormir. Je dors quand même jusqu'à 7h le lendemain et c'est bon, quoi, ça repart. Ok. Et ça t'oblige à être plus efficace, je pense aussi. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, en fait, c'est intéressant parce que j'ai quelqu'un dans mon accompagnement qui a 40 ans, qui a 2 enfants. Mm. Donc, j'espère que je lui enverrai, je pense, le podcast. Parce que du coup, quels apprentissages t'en as tiré de cette période-là? Parce que tu disais, voilà, t'es cadré, etc., t'as des enfants. Quels conseils ou apprentissages t'en tires de cette période-là pour réussir le mieux possible sans Mm. forcément sacrifier sa vie perso, peut-être? Mm. Ben, moi, déjà, ça a été une motivation pour changer ma façon de travailler. Tes enfants? Ouais. J'ai compris que je pouvais pas toujours travailler plus. C'était impossible. Donc, je me suis dit, bah, si je peux pas travailler plus, qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent? C'est le principe de la scalabilité. Donc, Ok. tu vois. Donc, ça a été fondateur. Je pense que j'aurais pas d'enfant, j'aurais pas compris que vendre son temps, c'était un problème. Après, je trouve que les grossesses aussi, c'est des bons moments. Tu vois, moi, congé maternité, je bossais pas, j'ai été en congé mat salarié, donc j'ai eu du temps. Et c'est là que j'avais commencé à écrire sur LinkedIn. Tu vas te moquer de moi, mais je m'étais dit, bah, tous les jours, je fais un post LinkedIn. C'est le seul truc que je fais à part changer des couches qui était un peu professionnel. Et mine de rien, bah, c'était 30 ou 40 premiers posts LinkedIn. Ils m'ont aidé à construire une audience qui aujourd'hui m'apporte des clients. Et, et voilà, et bien après, il faut se faire aider quoi, quand même aussi, tu vois. Ouais. C'est, bah, l'entrepreneur n'est pas un surhomme, le salarié non plus. Ils sont quand même gardés, ils vont à l'école. J'avais une assistante maternelle. Enfin, tu vois, Ok, ouais, ouais. je Ça prends un t'a peu d'aide accompagné quand même. extérieure. Tu vois, typiquement, quand tu es entrepreneur, tu peux acheter des chèques emploi-service pour avoir une femme de ménage et tout. C'est con, hein, mais t'as moins l'impression que ça sort de ta poche que quand t'es salarié. Bah, moi, j'ai fait ça direct, 3 heures ou 4 heures de ménage pour m'aider Hmm. pour pas perdre ces 4 heures-là que je pouvais utiliser pour d'autres choses. C'est bête, mais voilà, je pense qu'aussi tu te dis où est-ce que je peux investir pour me faciliter un peu la vie et regagner du temps juste pour dormir, pour te reposer ou Ouais. pour entreprendre à côté. Ouais, non, ça c'est clair. Ouais, ça c'est clair. Franchement, bah, tu vois, quand j'étais en Indonésie, tu vis souvent dehors, à savoir dans les restos, tu vois, tu prends ton petit déj dehors, il y a tout un service, tu vois, il y a la femme de ménage et tout. Et c'est vrai que t'as tellement moins de charge mentale, tu gagnes tellement de temps. Et c'est du temps pour ton business, pour ta vie perso. Et ta vie perso est tout aussi importante que ta vie pro, en fait, voire même plus, personnellement. Et j'ai une dernière question sur Vas-y. tu disais LinkedIn. Parce qu'à ce moment-là, tu postais quoi en fait sur LinkedIn du coup? Tu disais que tu étais en congé mat et que tu postais Ben, tous les j'avais mon jours. podcast. Donc aussi, mon podcast m'a servi de prétexte pour poster sur Ah, LinkedIn. d'accord, ok. Parce qu'en fait, quand t'es salarié, c'est chaud. Tu peux pas raconter la réunion de 10 heures. C'est chiant, quoi. Donc, moi, je pense que je l'avais fait aussi pour ça. Du coup, j'avais une obligation. C'était parler de mon invité de la semaine, le mettre bien un peu. Et hop, ça m'a donné un prétexte pour parler de ça. Ok, hyper intéressant. Bon, bah du coup, si t'as un petit dernier mot de la fin, imaginons là, t'es face à quelqu'un qui est dans la même situation dans laquelle t'étais. Elle est mère de famille, elle a envie de se lancer en freelance, mais elle est dans un flou total. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je trouve que ce qui corrige le mieux le flou, c'est de passer à l'action. C'est pas de réfléchir plus, parce que parfois on nous a dit dans notre vie de salarié, il faut vraiment tout le temps attendre de prendre les bonnes décisions, attendre qu'on revienne vers nous. Mais on perd trop de temps en fait, et des fois ça enlève pas le flou. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est je me dis ok, je lance un podcast, vas-y, il faut que j'ai fait 10 épisodes avant telle date. Point. Et je les ai faits, tu vois. Et en fait, c'est quand t'agis, t'apprends des trucs, et c'est en avançant que ça précise un peu la destination. C'est pas réfléchir d'abord à c'est quoi le sens de ma vie, quelle entreprise je vais créer. Non, c'est fais un petit truc entrepreneurial à côté. Hmm. Prends un premier client, prends un premier side business. Et si ça te plaît, tu continues. Et si ça te plaît pas, tu changes. Mais je trouve que l'action, elle est plus importante que la réflexion. Et il y a un côté très agréable aussi dans l'action parce qu'on se dit, ah, j'ai fait tout ça. On se retourne, on se dit, ah, putain, quand même, 800 épisodes ou machin. Voilà, c'est un petit truc tous les jours d'action. Et surtout quand on est maman, ça aide de se dire j'ai fait un truc pour moi aussi. Je veux pas te dire que c'est mon moment spa, mais presque. Je suis là, je fais mon petit podcast, c'est à moi, personne va me le prendre et c'est mon petit moment. Je ne m'oublie pas complètement que dans un rôle salarié, un statut ou pour mon manager ou pour mon enfant. Je garde toujours, c'est mon petit côté ça.
ouais, à faire un truc propriétaire qui est à moi, je pense que c'est important aussi pour pas dépendre que des autres, quoi. Ouais, ok. Et dernière question pour rajouter, je rajoute de la difficulté. Si la personne, elle est submergée par le travail, elle n'a pas le temps, Ah quel bah conseil tu donnes? faut tout vient déjà à la base de recadrer dans son travail principal. On est tous submergés, hein. Enfin, on a tous 24 heures, des trucs à gérer, c'est trop chiant, mais faut recadrer. Faut arrêter de dire oui à tout. Faut arrêter d'aller à toutes les réunions. Voilà, tu vois, faut être ferme en fait. Parce que cette fermeté-là, t'en auras aussi besoin quand t'es freelance. Si la Mm. personne te paye 300 € la journée, tu vas pas bosser 18 heures pour elle non plus, un moment. Donc je sais que c'est dur, ça fait jamais plaisir à personne. Moi, je suis une people pleaser, je dis oui à tout. Mais en fait, bah, tu recadres, t'essayes d'en faire moins, t'essayes d'en faire 20% de moins et d'obtenir la même qualité. Souvent, c'est largement possible en fait parce qu'on fait tous de la surqualité. Donc arrête de faire à fond là, de fignoler des mini trucs que personne ne voit. Fais vraiment le strict nécessaire qui est très utile et que tout le monde va dire ah bravo, c'est déjà suffisant. Souvent en plus dans le monde du salariat, mine de rien, je veux pas dire que c'est pas que le niveau est bas, mais c'est qu'il y a aussi plein de gens qui en font le minimum. Donc parfois nous on a tendance à trop en faire, à tout prendre sur nos épaules. Tu recadres ça pour avoir du temps justement pour ton activité secondaire. Et moi, un truc fondamental, c'est que j'ai compris que c'est pas, enfin, avoir une double activité, ça rajoute pas forcément, oui, ça rajoute un peu de temps de travail, mais ça fait gagner tellement de motivation qu'après, tu as l'impression que tes journées, elles sont trop Mm. géniales. En fait, le temps n'est pas linéaire, quoi. Une heure passée sur ton side business va t'apporter tellement en apprentissage, en kiff, en sérénité pour l'avenir que en fait, bah ouais, c'est bien mieux qu'une heure sup à faire un truc qui te fait chier, et en Ouais, plus ouais. personne va te dire merci. Ok, bah écoute, ultra pertinent. On va terminer là-dessus? Ouais. Super. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette discussion sera utile pour pas mal de personnes qui peut-être se reconnaissent dans cette situation. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Petit like, petit commentaire, on s'abonne, on partage pour faire rayonner le message. Et puis bon, on se retrouve à très bientôt dans des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à suivre Flavie. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup sur LinkedIn, j'imagine? Ouais, Flavie Prévost sur LinkedIn, Le Board sur les plateformes de podcast, et sinon Le Board Média, ma chaîne YouTube. Voilà. Vous savez par où passer, vous savez où aller. On se retrouve très bientôt pour des prochains épisodes. Ciao.